Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette émission. Vous avez pris l'habitude maintenant, qui est conjointement menée par Action et Culture Laïque Waterloo, Action et Culture Laïque Genappe, dite Maison Galilée, La Pensée et les Hommes et aussi l'extension de l'ULB Waterloo Genappe. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Patrick Simard. Alors, hier, nous avions Hervé Asquin, aujourd'hui Patrick Simard. Nous avons des invités prestigieux et ça change un peu parce que je vois à côté de lui ce gros livre. Ce n'est pas la Bible comme vous pourriez l'imaginer, mais ça a été une certaine Bible pour certaines personnes à un certain temps. Karl Marx soi-même, Le Capital, ça change un peu d'Hervé Asquin hier soir, je ne cache pas. Et donc, je suis très heureux de vous présenter Patrick. Patrick est chargé de mission au Centre d'action laïque Charleroi, le Centre d'action laïque Charleroi, qui d'ailleurs nous aide beaucoup, et je salue au passage Kevin Saladé, qui vraiment nous aide pour que ces émissions puissent se réaliser. Patrick, donc, est philosophe, nul n'est parfait, historien de l'art. Tout récemment aussi, il a initié tout un projet philosophique qui est déjà concrétisé, qui est Un point c'est tout, une série d'émissions avec des philosophes que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube. Donc c'est quelqu'un de très actif au niveau de la diffusion de la philosophie et je dirais dans le sens de l'éducation permanente. Alors aujourd'hui, il va nous parler d'un thème particulièrement difficile et d'actualité, surveiller et punir. Bon, les philosophes pensent directement à Foucault, mais je crois qu'ici, ça va être abordé au travers de Marx. C'est un thème qui est très présent dans les imaginaires pour l'instant. Jusqu'où est-ce que l'État, notamment, peut surveiller et punir les citoyens? C'est une conférence qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Cher Patrick, un grand merci d'être parmi nous, un grand merci d'être si présent pour la philosophie en communauté française de Belgique, et je te cède bien volontiers la parole. Merci Baudouin. Donc ici, je vais vous présenter le fruit de mes recherches doctorales. Précisément, je travaille sur la genèse du capitalisme. Mais alors, pourquoi surveiller plus cela fait appel au titre de Michel Foucault, qui a écrit cet ouvrage fort connu des philosophes, des sociologues, qui a eu une grande renommée à l'époque et encore actuellement on le lit énormément. Mais simplement, je voudrais, dans une époque où on parle de dictature sanitaire, on parle de complot, de complotisme, souvent des explications unifiantes. On parle également de télétravail et d'une manière de fonctionner capitaliste assez particulière. Donc, je voudrais qu'on revienne peut-être à une base même du marxisme, de Marx, qui permet d'interroger, de complexifier. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est simplement une attention au texte même de Marx, Le Capital, qui interroge dans la 4e section la notion de coopération et le passage à une forme capitaliste de la coopération. Et donc, ce dont va nous parler Marx dans cette 4e section, c'est effectivement la genèse du capitalisme. Alors, il ne dira pas capitalisme en tant que tel, mais pour l'instant, il n'est là où Marx, dans cette... D'ailleurs, je vais vous présenter quand même le texte sur lequel je me base, donc c'est Édition sociale, donc il y a une nouvelle traduction de 2016 qui est vraiment très très bien, assez fidèle et agréable à lire, donc si jamais vous avez envie j'espère vous donner envie de lire ce texte, je vous le conseille en tout cas. La difficulté du capitalisme ou du mode de production capitaliste, ce serait de le définir d'emblée, de définir une essence et ensuite d'opérer une recognition. Effectivement, si on se donne la définition dès le départ, il ne reste plus qu'à rechercher les éléments même de cette définition. Je pense que c'est méthodologiquement erroné, ça amène effectivement à une pauvreté conceptuelle et à une pauvreté d'analyse. Moi, ce qui m'intéresse dans cette lecture de Capital, c'est la richesse, le tâtonnement de Marx. D'ailleurs,
Engels détestait cette partie, il la trouvait obscure, peu claire, et Marx a souvent repris cette 4e section, il disait qu'il s'arrachait les cheveux dans les échanges entre deux. Donc ici, on a un passage du Capital qui est très erratique, qui n'est pas souvent clair, et j'en profite. C'est quelque chose qui moi, m'intéresse beaucoup, cette notion de tâtonnement, de recherche. Si vous voulez, cette capacité que Marx a ici de discriminer. Alors, discriminer, ce serait différencier en vue d'un trait séparé. En quelque sorte, il va utiliser une méthodologie qui lui permettra de discriminer les processus à l'œuvre dans le capitalisme naissant. Ce qui va m'intéresser, moi, ce serait d'insister sur cette dimension d'hétérogénéité. Je dirais même d'hétérogénèse, d'une certaine manière. Le fait qu'il y ait une genèse qui se déroule par une altérité dans un champ coopératif. Je vais rentrer un peu plus, c'est encore un peu obscur, c'est normal. C'est comme si, je vous donne déjà peut-être quelques clés, essaye d'établir une cartographie des mouvements aberrants dans un champ coopératif. Des gens, des ouvriers coopèrent. C'est comme si, au moment où il analyse ce champ coopératif, il y a comme un encore à venir et un déjà là, quelque chose d'irréversible et d'imminent. Donc, ce que j'appellerais une hétérogénèse. Il me faut quand même clarifier un élément méthodologique, c'est que mon travail se base sur 1000 plateaux, donc sur le livre de Deleuze et Guattari, ainsi que l'anti-Oedipe. Donc, si vous voulez, j'ai un biais analytique qui va concilier Marx, mais également Deleuze et Guattari, et en même temps Foucault. Mais je vais essayer de rester au plus près du texte de la coopération de Marx, pas trop mélangé pour être au maximum clair. Néanmoins, peut-être que certains qui sont férus de philosophie constateront qu'il y a effectivement certains termes, une certaine approche un peu plus moderne. Peut-être d'un point de vue général, mais très très général sur le thème. Quand on le lit d'une manière un peu libérée de la conceptualité très lourde du capital, on peut dire que le capital nous met toujours sous ou sur. On est sous par le fait qu'il y a des subsomptions. Nous sommes subsumés par des aliénations, des exploitations, des extractions et des appropriations. Ceux qui ont lu ou qui ont été dans la mouvance marxiste, par exemple, connaissent cette manière de se poser dans le discours. Il y a des subsomptions, on se place sous, alors une subsomption naturelle, il y a des subsomptions formelles ou réelles, peu importe. Mais de temps en temps, on se positionne sur. Il y a un plan excessif chez Marx, c'est-à-dire il y a du surtravail, il y a de la survaleur absolue, survaleur relative. Il y a de la surpopulation, de la suraccumulation, etc., etc. Donc, il y a toute une écologie de position, tantôt en bas, tantôt en haut. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de comprendre chez Marx où on se situe. Je pense que vers la fin, je commencerai peut-être à être plus clair à ce propos, mais gardez simplement à l'idée qu'on se trouve entre deux positions, infra et supra. Ce qui permettra à Marx de faire contraster les points remarquables de ce territoire particulier. Il faut l'arpenter, il faut le partager, il faut le défendre, il faut l'évaluer. Il y a donc un geste marxien à la base du capital. Sans plus tarder, je voudrais commencer immédiatement par l'analyse de la coopération. Et vous citez déjà parmi les premières lignes pour poser le problème et pour que vous sentiez l'importance du geste. Qu'un nombre important d'ouvriers travaillent dans le même temps, dans le même espace, ou si l'on veut, dans le même champ de travail, à la production de la même sorte de marchandises, sous le commandement du même capitaliste, voilà ce qui constitue le point de départ
que conceptuel de la production capitaliste. C'est un geste qui n'a l'air de rien, mais qui est très fort. Nous avons un dispositif très simple. On a des ouvriers, un capitaliste, une marchandise, un champ de production. Quelque chose d'homogène, d'indifférencié, un atelier en général, une persistance, c'est la même modalité de production, donc un artisanat quelconque, une même marchandise, voilà. Il faut quand même deviner qu'il y a effectivement ce que Marx appellera une poche capitaliste. C'est un terme que j'aime bien parce qu'en fait, ça reflète évidemment l'accumulation primitive pour ceux qui connaissent Marx, mais c'est simplement une unité économique minimale pour lancer l'atelier, la production. Donc, dans ce geste-là, il occulte absolument toutes les dimensions économiques, sociales, politiques et historiques. Cela, évidemment, est un geste qui peut étonner le matérialiste historique, ceux qui se réclament de cette dialectique. Et cela étonne évidemment le lecteur de Marx qui s'est déjà tapé des centaines de pages avec le développement du capital financier, du capital commercial, etc., etc. Autant vous dire que c'est quand même assez exceptionnel parce que Marx connaît très très bien et lit énormément à tous les niveaux, que ce soit le domaine économique. Il connaît excessivement bien les machines. Il va sur place pour savoir comment fonctionnent les usines, avec Engels également, qui était lui-même chef d'entreprise. Donc, c'est un geste qui est fort, et conceptuellement et historiquement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de ce champ tout à fait homogène, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui est intéressant. Il y a une altérité dans le même, une altérité, même marchandise, même ouvrier, même capitalisme, même travail, même espace, même temps, et pourtant il se passera quelque chose. Juste un petit mot pour clarifier quand même. Ça ne conditionne pas l'émergence du capitalisme. Il faut rajouter, c'est important, il n'en parle pas dans cette section, mais il faut que j'en parle. Il y a plusieurs conditions. La question du travail et de ses moyens de production. Sans ça, pas de capitalisme ou de mode de production capitaliste. Il faut l'existence de travailleurs libres. On parle d'affranchissement de servage, de toutes les contraintes féodales et corporatives. Donc, c'est la condition de l'accumulation primitive. Ensuite, il faut une accumulation de capital-argent. Donc, ça, c'est des sédimentations à travers l'histoire, des capacités financières isolées, privatisées. Deuxième remarque, le capitaliste précède le mode de production capitaliste. C'est tout à fait étonnant. C'est à croire qu'on peut imaginer, de manière hypothétique, qu'il y a par le passé, avant l'atelier, vraisemblablement, il doit penser au 14e, 15e, 16e siècle, à peu près, parce qu'il ne le place pas. Parce que si on se place au XVIIe siècle, on est déjà dans le cadre de la manufacture. Donc, ce sont, après la coopération de l'atelier, on passera à la manufacture et à l'usine. On n'aura sans doute pas le temps d'en parler, mais effectivement, dans la manufacture, on est au XVIIe, XVIIIe siècle, et l'usine, effectivement, logiquement, au XIXe siècle, en pleine industrialisation. Donc, ce premier geste très important, le capitaliste précède le capitalisme, ou le mode de production capitaliste. Il y a un second mouvement dans le texte. Dans chaque branche d'industrie, l'ouvrier individuel, Pierre-Paul, s'écarte plus ou moins de l'ouvrier moyen. Ces écarts individuels qu'on appelle des erreurs en mathématiques se compensent et disparaissent dès que l'on rassemble un nombre important d'ouvriers. C'est important ce qu'il raconte là, parce qu'on est à l'aune de l'émergence de quelque chose qui échappe à cette homogénéité. Donc, quelque chose qui relève du mode de production, j'allais dire, axiomatique, ou en tout cas du mode de production capitaliste. Le terme d'axiomatique se réfère évidemment évidemment pour ceux qui connaissent à Deleuze et Guattari, qui analyse et qui conceptualise le capitalisme en tant qu'axiomatique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que
par cette quantité d'ouvriers que l'on agglomère, il y a une production d'indifférenciation. Indifférenciation de quoi? Des écarts entre Pierre, Paul, Jacques. À partir d'une certaine quantité, à partir d'une certaine quantité d'ouvriers, on a un différentiel qui atténue les écarts. Marx parlera de travail objectivé en valeur. Il parlera de travail social moyen. À partir d'une certaine accumulation quantitative, s'opère quasi insensiblement une mise en extériorité objective d'une certaine détermination statistique. Je vais peut-être un peu vite. Quelque chose qui relève d'un travail objectivé, qui relève d'un travail social moyen, se produit au sein même de ce champ. Donc pour l'instant, nous sommes dans un régime grégaire, indéterminé, déterminable et déjà en instance de détermination. Donc ici, dans cet atelier, on a l'amorce d'une forme d'hétérogénéité sociale. Le travail social moyen et en même temps une production en masse des produits. Marx nous indique qu'il y a une valeur globale moyenne de ces produits. Donc on a un nivellement, on a une indifférenciation statistique par la quantité, par le nombre d'ouvriers. Ça a des implications évidemment, techniques, économiques. On a, je pense qu'on peut le comprendre assez facilement, une répartition de valeur sur une plus grande masse de produits. Et par là, mécaniquement, selon Marx, un abaissement de la valeur globale de la marchandise. Je ne vais pas trop rester sur ces éléments pour aller un peu plus vite vers ce qui nous préoccupe, à savoir la dimension de surveiller et punir. Ce qui est important de constater, c'est qu'on a l'émergence d'une pulsion immanente du capital. À partir du moment où émergent ces moyennes, on a un accroissement de la force productive du travail, on a une réduction du prix de la marchandise et, élément typiquement marxien, une réduction du prix de la force du travailleur. Il ne faut pas oublier que Marx, quand il parle, il se situe en pleine industrialisation, en pleine période où l'ouvrier n'est plus qu'une chose aux mains du capital, ayant peu de droits, travaillant énormément, sans cité, etc., etc. Tout le monde connaît bien le sort des ouvriers au XIXe siècle. Et bon, cette dernière dimension, cette réduction de prix de la force du travailleur, elle peut être sujet à caution. De nombreux économistes la remettent en question. Néanmoins, dans ce cadre-là, toute la logique est pertinente. Donc, simplement, je voudrais indiquer qu'il y a un saut qualitatif à partir d'une accumulation quantitative. Ce que Marx aussi perçoit, c'est qu'il commence à y avoir une illimitation de ce plan abstrait. Rendez-vous dans un champ coopératif. Vous avez des moyennes qui se mettent en route, qui se mettent en œuvre, qui procèdent d'une effectuation. Il y a des régimes d'effectuation, il y a des degrés d'effectuation. Imaginez-vous, dans cet atelier, il y a toute une forme d'organisation, il y a un fonctionnement. On y rajoute les machines, les machines-outils, rudimentaires à l'époque, évidemment, très très rudimentaires. Une organisation encore très artisanale, ou sans doute une certaine liberté dans l'organisation. Donc, on n'est pas encore dans la sérialisation, dans la technicité organisationnelle, etc. En tout cas, il y a de nouvelles gestions, de nouvelles préoccupations, le salaire, la marchandise, le temps, l'espace. Donc, c'est toute une écologie d'évaluation et d'entités objectivées qui sont mobilisées là. Ce que Marx essaye de montrer, c'est qu'il y a une évaluation cartographique
il y a une logique qui se met en place. Il y a des enchaînements, des liaisons, des systématisations, tout ça au sein de cet atelier productif. On va aller un tout petit peu plus loin, tout doucement. Marx ne cesse de rajouter assez finement des dimensions supplémentaires. Je lis juste une petite phrase pour rentrer dans le vif du sujet. Dans le champ coopératif, on trouve une excitation propre des esprits vitaux et un grand nombre de journées de travail combinées. On sait ce qu'est une journée de travail. Là n'est pas la question. Marx, effectivement, développe ce que c'est qu'une journée de travail. Il y a de la compétition entre individus, ça libère du travail en peu de temps, on potentialise toute une mécanique du travail, il y a des questions de rentabilité. Marx dit tout ça, il cite tout ça, c'est très bien. Bon. Mais il y a quelque chose de plus. Il nous dit qu'il y a une force de production sociale qui naît de la coopération elle-même. Donc, il y a la mise en concurrence, la synchronisation, rentabilisation des tâches, organisation, propagation, diversification des forces productives, des mises en rapport, des régimes d'effectuation, etc. Mais il y a une force sociale supplétive qui apparaît de ces journées de travail combinées entre tous les travailleurs. Et cette force productive générale développe un potentiel d'espèce. Donc, on avance un peu. Marx commence un peu à développer les choses qui, au début, sont assez simples et qui commencent à se complexifier. Qu'est-ce que ça veut dire, un potentiel d'espèce? Il y a certainement un côté d'universalisation derrière. Il y a quelque chose que le capital arrive à développer, une potentialité, une richesse. On a des évaluations productives moyennes, et il y a une force globale qui émerge. Ce qui va nous indiquer, c'est que d'emblée, la mode de production capitaliste a une capacité d'extraction, de captation. Et là, on va y arriver maintenant, on va arriver dans le vif du sujet. Le capital a une fonction de direction, de surveillance et de médiation. Ou le capital, où on va parler du commandement du capital. Je vais lire un petit passage. Le commandement du capital sur le travail n'apparaissait à l'origine que comme conséquence formelle du fait que le travailleur, au lieu de travail pour lui, travaillait pour le capitaliste et donc sous les ordres du capitaliste. En revanche, la coopération de nombreux salariés fait que le commandement du capital évolue et devient une exécution du procès du travail proprement dit, une véritable condition de la production. Les ordres donnés par le capitaliste sur le champ de la production sont devenus quasi indispensables, aussi indispensables que ceux du général sur le champ de bataille. C'est très intéressant parce que l'autorité du capitaliste, qui n'était pas en mode de production capitaliste, change de nature. Donc nous ne sommes plus ici simplement dans un commandement traditionnel, on va dire, de pure autorité, comme dans un système féodal où on est dans autre chose. Donc le commandement du capital fonctionne dans un enchevêtrement, je vais l'utiliser dans un terme plus moderne, d'assujettissement et d'asservissement. Alors, ces deux termes ont l'air d'être connotés, mais je voudrais que vous l'analysiez simplement, purement factuellement. Il ne s'agit pas de dire nous sommes assujettis, nous sommes asservis au capital, et que ce soit un argument moral. Ce n'est pas du tout moral, absolument pas. C'est une modalité descriptive. Assujettissement, c'est simplement être subjectivé. Être subjectivé, c'est simplement des processus de subjectivation qu'on a dans la vie quotidienne. Je suis étudiant, je suis subjectivé, je suis étudiant, et donc je dois me conformer au rôle et au comportement de l'étudiant. Je suis militaire, je dois me conformer dans la caserne à mon rôle de militaire. C'est aussi simple que ça. On est assujetti, on est subjectivé.
Et l'asservissement, c'est simplement faire pièce dans une machine, faire pièce dans une machine. En l'occurrence, faire pièce avec le capital. Donc, le commandement du capitaliste, simplement maintenant qu'il a cette fonction d'assujettissement traditionnelle, s'enchevêtre avec un commandement du capital. Donc, là où je veux en venir, on a le commandement du capitaliste qui va orienter, surveiller, et va s'assurer qu'il y ait des effectuations en phase avec la valeur. Il s'agit de faire de la valeur, de la plus-value. Donc, à tout procès productif, il faudra déterminer une ligne de conduite, une orientation, une organisation et un régime de fonctionnement. Donc, on assiste à une transformation capitale. Donc, là, on glisse non plus vers la coopération spontanée ou naturelle, une coopération d'hommes, comme on pourrait l'avoir à n'importe quelle période de l'humanité, mais quelque chose de différent, et en tout cas avec une modalité de surveillance différente. Non plus la surveillance d'un seul homme, on y rajoutera des contremaîtres. On y rajoutera des comptables, on y rajoutera une organisation fonctionnelle, et ainsi de suite. Il suffit d'imaginer ce que ça donne au niveau de l'époque industrielle, où il faut organiser, coordonner des hommes, des machines, des outils, énormément d'éléments, vous vous en doutez. Là où je veux en venir, c'est que peut-être vous montrer qu'il y a un effet de sidération de Marx. Quand il voit les usines, quand il voit la souffrance humaine. Et ça, c'est quelque chose que Lambros, ou le barrétisme, m'a montré avec beaucoup de pertinence. C'est cette notion de souffrance. Quand Marx parle, c'est qu'il voit cette souffrance. Il y a un cri marxien derrière. Ça ne peut pas continuer. Ces hommes et ces femmes et ces enfants qui sont asservis à une machine qui les broie, c'est de la souffrance. Donc, dans ce cadre-là, le discours de Marx est tout à fait cohérent. Effectivement, on se trouve dans une autre époque. On se trouve dans une époque où on adore identifier l'autorité, on adore identifier le coupable. Le complotiste adore identifier un groupe, adore identifier une explication en tout cas simpliste et simple, univoque. Donc déjà ici, on est dans quelque chose de très très simple et on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de systémique derrière, qui échappe aux hommes, qui échappe aux ouvriers, qui ne comprennent pas ce qui se passe exactement. De même qu'il y a quelque chose qui échappe aux directeurs d'entreprise. Il y a quelque chose dans lequel ils sont embarqués qui les dépasse. Et même certaines pages de Marx indiquent qu'il a pitié de ces pauvres chefs d'entreprise qui sont broyés parce qu'ils achètent une machine qui n'est pas efficace, que leur plus-value n'est pas suffisante pour fonctionner. Et donc, tout est broyé par cette machinerie. Donc, nous avons une injonction d'obéissance. Mais elle est où cette injonction d'obéissance? Parce que le patron et les ouvriers se doivent de faire fonctionner cette machinerie, de faire fonctionner cet atelier. Là, on est encore dans les prémices, mais j'anticipe encore un peu. C'est plus qu'un simple commandement, parce que toutes les parties constitutives sont soumises à cet effet connexe combiné, quelque chose qu'on connaît relativement bien. C'est tellement évident. On fait partie d'une équipe, on fonctionne en équipe. Il y a cet effet d'excitation mutuelle pour arriver au chiffre, à faire du chiffre. Donc, jusqu'ici, ce que je suis en train de dire n'est pas très nouveau. Simplement, ce qui se passe,
c'est qu'on rentre tout doucement dans une société disciplinaire. Je n'ai pas le temps peut-être de développer dans le détail parce que la société disciplinaire apparaît un peu plus tard, puisque je vous explique mon développement à partir de l'atelier. Mais il me suffit pour l'instant de simplement complexifier le tableau et vous faire sentir que ce commandement, cette surveillance, inaugure des analyses très intéressantes de Michel Foucault. Il parle de diagramme, de panopticon de Bentham, à savoir qu'il y a un schéma, un diagramme commun entre l'usine, l'école et la caserne, par exemple. Sans rentrer dans les détails, peut-être je peux vous faire sentir que quand Marx vous parle de valeur moyenne, de travail moyen, de potentiel d'espèce, etc., il ne dit pas autre chose. Il dit que quelque chose se prépare qui va traverser le champ social de part en part. Alors, quel est le statut de ce diagramme? C'est très complexe, ça prendra vraiment trop de temps à développer. C'est quelque chose qui est entre, qui va passer dans la caserne, dans cette structuration particulière, disciplinaire, dans l'école et dans l'usine. On a entrevu ce qui se passe dans un atelier et on pourra encore continuer dans la manufacture et dans l'usine. Je pense qu'il suffit pour l'instant de vous laisser sur cette thématique pour continuer légèrement encore dans cet atelier. On n'en a pas fini. Il y a une unification. Donc, je vais lire la phrase, elle est plus claire. Leur unité, donc l'unité des travailleurs, en tant que corps productif global, la liaison entre leurs fonctions sont situées en dehors d'eux, dans le capital, qui les rassemble et les tient rassemblés. Alors, quand il dit dans le capital, c'est quoi? On pense que c'est une accumulation primitive, on pense que c'est l'infâme capitaliste. Rien de tout ça. On est dans un mode de production. Mode de production qui va répliquer des schémas, des schèmes dans différents pans de la société. Je vais continuer, vous allez voir où je veux en venir. C'est pourquoi le caractère connexe de leurs travaux se présente face à eux sur le plan des idées comme un plan, mais concrètement comme l'autorité du capitalisme, comme le pouvoir d'une volonté étrangère qui soumet leur action à ses propres fins. Un peu complexe à aborder comme ça, mais je vais un peu décortiquer. Simplement que ce processus d'unification qui s'extériorise au sein du capital, de cette logique, on va dire, une puissance logique. Elle ne relève ni d'une forme de planification, ni d'un pouvoir despotique. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une attribution d'une entité serrée. Ça ne relève pas d'un capitaliste, ça ne relève pas d'une organisation, ça ne relève pas, je vais être peut-être un peu taquin, d'une banque centrale, ça ne relève pas d'un complot judéo-maçonnique, ça ne révèle pas, etc. etc. Toute l'analyse consiste simplement à complexifier et à montrer qu'il y a quelque chose qui échappe à l'ouvrier, au capitaliste, quelque chose qui échappe au commun des mortels, car quand on est dans l'événement, on a beau cligner des yeux, souvent on ne voit pas clair. Tout comme les ludistes qui détruisent les machines en se disant qu'en détruisant ces machines, ils reviendront au passé, ne comprennent pas que c'est déjà trop tard. Donc, cette unité abstraite dans le capital, ce n'est pas le résultat d'un plan, même si on peut se le représenter comme étant un plan, c'est ce qu'il dit. Elle n'est pas la résultante d'une autorité, bien que le despotisme soit une condition d'individuation nécessaire à la constitution. Il y a donc un régime de commandement qui se met en place.
Marx parle de corps productif global. On est dans un mode de production capitaliste. Et donc, je vous rappelle que Marx ne parle pas de capitalisme, sinon en termes de dérision. Il parlera toujours de mode de production. Revenons quelques instants au modèle de Bentham, au panopticon. Donc, panopticon, c'est un îlot central, une prison, avec entouré par des cellules circulaires. Un point et ensuite une sphère. Chaque sphère, chaque élément de la sphère contient une cellule. Mais les prisonniers ne voient pas le surveillant qui se trouve au centre. Et donc, il y a une disciplinarisation par le fait qu'ils sont vus, ou peut-être pas. Mais l'effectivité, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui se passe, sachant que comme ils sont peut-être vus, en fait, ils sont vus en permanence. Ils sont dans un régime de visibilité. Ce qui implique en fait qu'il y a une conduite, il y a une normativité qui se met en place. Il y a une manière d'implanter les corps dans l'espace, une manière de distribuer les individus, il y a une manière d'organiser, il y a une manière de disposer les centres et les canaux de pouvoir. Tout ce qui va se mettre en œuvre dans les hôpitaux, les ateliers, les écoles et les prisons. Donc voilà une petite introduction de Foucault que j'introduis par Marx, simplement qu'il y a quelque chose de très important que Marx a vu avant Foucault, me semble-t-il, cette dimension transformée du commandement, de la surveillance. Je voudrais rajouter encore deux éléments à cette coopération maintenant qui rentre clairement dans le mode de production capitaliste. Marx nous dit que le capitaliste ne paye jamais le surplus issu de la combinaison des forces de travail. Et encore plus, il estime posséder par nature. Tout simplement, il fait fonctionner son atelier et par l'effet combinatoire des journées combinées, par la quantification d'ouvriers, il y a un surplus généré par cette force supplétive. Les ouvriers ne s'en rendent peut-être pas nécessairement compte, en tout cas au début. Mais ce que Marx va nous indiquer, c'est qu'à ce moment-là, c'est de la gratuité. Cette quantité, ce travail, ce surplus, c'est quelque chose de gratuit, qui est capté simplement. Donc il nous dit en même temps que la gratuité, cela se produit. Le capitalisme produit le gratuit, l'institue légalement, souvent, et puis cela se naturalise. Cela devient totalement naturel. C'est là où l'économie, souvent, où les économistes valident simplement un état de fait, sans s'interroger sur les conditions mêmes de l'émergence de la gratuité. Donc le capitalisme, ou le mode de production capitaliste, crée du gratuit, capture ce qu'il vient de créer, et puis dissimule naturellement son propre geste. Autant vous dire que quand quelqu'un vous dit dans la rue ou au téléphone « ne vous inquiétez pas, c'est gratuit », il faut se méfier. Il faut se méfier, il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà une dimension supplémentaire. Le gratuit émerge au sein de la coopération. Ça commence à faire beaucoup de choses pour finalement quelque chose qui était un dispositif très simple, très simpliste. Rendez-vous compte, là où Marx va, c'est assez, me semble-t-il, impressionnant. Là où on va peut-être terminer tout doucement l'analyse, c'est en ce qui concerne la problématique de la subsomption. Subsumer, se mettre sous. Vous avez déjà parlé de la subsomption naturelle. Il y a une genèse naturelle dans la coopération, donc c'est le fait qu'il y ait
cette quantification d'ouvriers simplement et que certaines opérations simples se mettent en place et du surplus également. Je vais vous lire juste une phrase. À partir du moment où elle a acquis quelques consistances et une certaine extension, elle devient une forme consciente, planifiée et systématique du mode de production capitaliste. Donc simplement, à partir de ce moment-là, le mode de production capitaliste va valider cette subsomption naturelle. Elle trace son plan. Elle acquiert naturellement sa propre consistance statistique. C'est là où il faut peut-être rappeler une terminologie marxienne assez complexe, parce qu'il nous parle de subsomption naturelle, formelle et réelle. La subsomption formelle, ce sera vraiment cet atelier qui prend des dimensions de manufacture. Là où on commence à décortiquer le geste de l'ouvrier, puisqu'on était dans un contexte artisanal, là, on essaie de gagner du temps, on essaie d'intensifier le travail, on essaie de trouver des chaînes de production plus rapides, plus fines, d'où émergence de la machine-outil, d'où parcellisation du travail manuel. L'ouvrier qui acquiert l'ensemble de ses compétences dans l'élaboration d'une statue ou d'un autre objet mécanique, on va analyser chaque pan de la production pour aller chercher, spécialiser et augmenter la vitesse d'exécution, par exemple. Il y a la subsomption réelle, qui est la subsomption lorsque le capital arrive à transformer intégralement le procès du travail, le processus de travail. Et donc là, la machine en tant que telle, qui anime la chaîne de production, elle régule la vie des ouvriers, elle régule l'entièreté du processus, elle régule même toutes les problématiques du capitaliste. D'ailleurs, il y a quelques pages assez étonnantes où il constate que l'ouvrier est atomisé dans ses compétences, tout comme la machine. Donc Marx met à un moment, de manière étonnante, dans un autre passage bien plus tard, bien plus tardif, le fait que la machine même est asservie et que le potentiel de la machine est amoindri. Bon, l'homme amoindri, la machine amoindrie. Bon, il fallait quand même que j'en parle, c'est assez étonnant. Là où je voudrais en venir simplement, pour conclure et laisser peut-être quelques questions émerger, je vous ai ici développé quelques pages, 10-20 pages du Capital. Vous pouvez voir déjà la densité de l'analyse et également la finesse de l'analyse, qui n'a rien à voir, par exemple, à ce que vous pourriez entendre sur les problématiques de dictature sanitaire. Rendez-vous compte qu'à l'époque, à l'aune du capitalisme, on aurait pu penser qu'il y avait un dictateur, une dictature de production. Or, c'est plus complexe que ça, simplement. Donc, je propose ici simplement une grille d'analyse qui inclut une puissance logique qui se loge en deçà ou au-delà du simple commandement. Donc, voilà, je pense que mon hypothèse, si elle peut vous inspirer, c'est de simplement indiquer que le capitalisme, c'est une puissance de vie logique. Une puissance logique de vie, mais de vie non organique, bien sûr, qui agrège des éléments qui viennent de la coopération, qui capturent de la gratuité, qui capturent du surplus, qui procèdent à des extractions, à des modifications, à des subjectivations, à des asservissements. Pour autant qu'on comprenne bien qu'assujettissement, asservissement, c'est non moral, qu'il n'y a pas de prééminence d'une formation à une autre. On est dans l'analyse. Donc, si je reviens à mon analyse sur 1000 plateaux de Deleuze et Guattari,
je pense que vous pourriez peut-être sentir, sans que je définisse nécessairement, le fait que le capital, c'est une pulsion axiomatique. On prend le travail en général, l'ouvrier quelconque, on prend le travailleur global, la journée combinée, etc., etc. Il y a une nouvelle manière de fonctionner, une pulsation particulière, une manière de varier, de soustraire, d'additionner des axiomes qui apparaissent au départ dans un champ de coopération. Donc, c'est comme si on doit s'arrêter ici dans le développement de Marx, parce que pas possible pour moi de développer par manque de temps simplement. De montrer qu'aussi que le capital, la manière dont fonctionne ce mode de production, c'est chaque fois une mise en variation de ce qu'elle traverse. Imaginez-vous dans l'atelier un exemple concret. Au XIXe siècle, il y a une problématique de l'espace. On se demande quel espace va-t-on octroyer à l'ouvrier quand il travaille. Parce qu'il faut calculer la quantité d'oxygène. Parce qu'en deçà, il meurt. C'est embêtant, ou il tombe malade. Réflexion très concrète au XIXe siècle, très, très concrète. Évidemment, toute une législation va s'emparer et tenter de s'emparer de manière sécuritaire de l'ouvrier, de prendre charge. Il y a tous les mouvements syndicaux, etc. Je passe tous ces éléments que vous connaissez par cœur. Mais simplement, rendez-vous compte que le capital, il intègre les législations, il intègre les transformations et toujours rebondit. Là où je veux en venir, c'est que nous sommes en télétravail tous. Nous avons des nouvelles manières de faire fonctionner ce pouvoir logique, cette puissance logique non organique. On a cette manière de fonctionner qui est certainement pleine de dangers. Alors, est-ce que c'est simplement le fait d'infâmes capitalistes qui veulent se faire plus d'argent, pour être pragmatique et aussi bête que possible? Bien évidemment que non. On a un fonctionnement, on tient compte de nombreuses variables, de nombreux axiomes, et on essaie de tirer son plan. On tire son plan. Certes, il y a du profit. Certes, il y a des organisations. Certes, il y a des impératifs actionnariales, etc. Certes. Mais est-ce que ça suffit pour subjectiver la problématique? Simplement, on a des êtres humains qui vont travailler chez eux, qui vont faire ce qu'ils peuvent pour faire leur travail. Et par là, ils vont reconduire simplement le capitalisme vers quelque chose de nouveau, une transformation, une réactivation, et par là, certainement, mettre en variation le capital et se mettre également en variation pour composer un monde qui tiendra compte de nouvelles variables, le télétravail lié à la pandémie. Et très certainement, suite à la fin de la pandémie, on gardera certains processus fonctionnels, certaines réussites pour l'intégrer à ce régime de fonctionnement, ce régime d'effectuation. Et là, il faut revenir quelques secondes, parce que voilà, le temps avance, à cette société disciplinaire, où finalement tout fonctionne sans qu'il y ait un commandement bien précis. Certes, on a tous un patron, on a tous une structure hiérarchique, mais est-ce que ça suffit pour comprendre même ce fonctionnement? Je pose la question sans nécessairement y répondre. Certainement, cette société disciplinaire évolue, mais il y a quelque chose qui conduit nos conduites, il y a quelque chose qui nous fait faire redoublement typiquement foucaldien. Il y a un faire-faire, ça c'est Latour qui développe cette notion. Il y a quelque chose qui conduit nos conduites, qui ne relève pas d'un plan, qui ne relève pas d'une autorité.
quelque chose qui relève de quelque chose de plus subtil. Donc voilà, je pense que j'en ai fini. Merci de votre écoute. Peut-être quelques questions. Voilà, j'ai tenté de lire un peu les questions. Il n'y en a pas beaucoup parce que, nous nous en excuser, la première partie d'exposé, la connexion Internet était assez mauvaise et puis elle est redevenue très bonne. Donc, bon, c'est un petit aléa technique. Vous êtes en direct de la maison Galilée à Genappe. Hein, vous n'êtes pas en direct de studio archi confectionné pour ce type d'exercice. Il y avait quand même une question qui est venue à la fin qui m'intéresse. Est-ce que finalement le capitalisme fonctionnerait comme un virus mutant? C'est tentant. C'est tentant. Effectivement, le caractère mutagène relève du capital, effectivement. Il y a une capacité mutagène. Tout simplement, dans les analyses marxistes, par exemple, le marxiste attendra souvent la fin du capitalisme, parce que dans l'état tel qu'il est, on se dit bêtement, ça ne peut pas continuer. À chaque moment, on se dit, ça ne peut pas continuer. Ça se détraque sans cesse. Et à un moment, on se dit, il y aura bien un terme à ce détraquage. Et pourtant, effectivement, il y a cette capacité mutagène de chaque fois rebondir. C'est une puissance logique. Il suffit de changer les axiomes, il suffit de changer ces variables et le capital rebondit, tout simplement, effectivement. Il y a une capacité mutagène. Alors, est-ce un virus? C'est assez complexe, ça s'attrape, donc du coup, c'est un peu à la mode. Mais peut-être qu'effectivement, les peuplades qui font face à ce mode de production sont souvent broyées par le capital. Ils sont souvent broyés. Parce que le capital, il tente de s'insinuer dans les codes sociétaux. Et donc, en général, déstructure, dénature. Il y a toujours une entreprise de dénaturalisation par le fait que, finalement, les coutumes, par exemple, toi qui connais très bien, les coutumes sont folklorisées. Il y a un travail, comme un travail de sape insidieux, où finalement, il y a un relativisme qui se met en place. Il y a un décodage lié au capital. On prend absolument tous les codes pour les remanier. On attend d'autres questions qui pourraient arriver. Donc, attendu le problème technique qu'on a avec le réseau, on a essayé de ne pas être à trop d'ordinateurs pompants sur le réseau. Donc, on bricole un peu aujourd'hui, en bon capitaliste. Ben oui. Alors, Marx a-t-il la même définition du travail que dans ce qu'on définit comme étant le capitalisme? Je ne comprends pas trop la question là. En fait, moi non plus. Okay. Mais je la donne pour ce qu'elle me parvient. Donc, j'imagine que le capitalisme aujourd'hui a la même définition du travail que ce que Marx en donnait. Ça, c'est un problème doctrinaire. Effectivement, pour Marx, le travail, c'est une quantité, c'est une spoliation, c'est une quantité c'est toujours une quantité. Alors, je vais même procéder par une autre explication. Il n'y a pas d'abord le travail, puis le surtravail. Il y a d'abord surtravail. Il y a d'abord captation. Un exemple anthropologique, demander à une tribu d'Afrique, n'étant pas en contact ou très peu en contact avec le capitalisme, de travailler. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On peut effectivement les mettre dans un champ coopératif, leur imposer par un commandement un travail précis avec des objectifs, et là, on en exploitera, on en extorquera du surtravail. Et donc, ils travaillent. Donc, le surtravail est premier. Ça, c'est peut-être ce que je pourrais répondre de prime abord, en termes marxistes.
Alors, je veux bien que l'analyse que tu en fais est plutôt une analyse marxienne que marxiste, c'est-à-dire il ne s'agit pas de moraliser le débat et d'en tirer des conséquences politiques d'ailleurs, puisqu'il est très largement fait pour le meilleur et souvent pour le pire. Mais il y a quand même une question que je voudrais poser qui est très iconoclaste et très mal vue, notamment dans certains milieux laïcs. Il y a quand même les espaces qui sont les espaces régis par des systèmes capitalistes affirmés. Alors j'entends bien qu'aujourd'hui on va dire libéralisme, oui, bien sûr, le libéralisme tempère d'un certain point de vue le capitalisme idéologiquement. On peut discuter sur les deux modèles dont l'intersection est quand même assez grande. Bon, mais les régions qui sont régies par ce modèle capitaliste très largement, oui, dans les formes de loi, avec les principes de démocratie qui en découlent aussi et qui surplombent l'ensemble, sont celles vers lesquelles à peu près tout le monde louche en termes de bien-être. Donc, d'un certain point de vue, est-ce qu'on ne pourrait pas, si on était un chantre du capitalisme, dire c'est quand même le système économique qui convient le mieux pour assurer, sinon la prospérité de tous, du moins du plus grand nombre. Oui, alors c'est un vaste débat. Ce que tu lances, c'est quasiment une bombe. C'est très idéologique. Hein, c'est tout à fait une problématique que les marxistes ont connue. Effectivement, on leur a rétorqué. Bon, regardez comment fonctionne notre univers capitaliste, et il fonctionne plutôt bien. Certes, et je ne suis pas là pour défendre un système soviétique, socialiste, etc. Limite, ce n'est pas mon objet, personnellement, ce n'est pas mon objet d'étude, ce n'est pas ma problématique. Mais effectivement, on peut se poser la question du bien-être, mais ce bien-être, on peut aussi le relativiser. On peut se relativiser parce qu'on sent qu'il y a des pressions qui deviennent de plus en plus étroites sur les travailleurs. Le fait qu'on leur demande de travailler jour et nuit et jour, le fait qu'on leur impose également par tout ce qui est mailing, Internet, etc., une présence de plus en plus imposante. Il faudrait analyser finement ce que ça veut dire le bien-être. Certes, beaucoup s'en sortent bien et beaucoup sont délaissés. Beaucoup subissent une dépression absolument inhumaine. Et je rencontre énormément de personnes qui sont dans cette difficulté justement de télétravail. Et on les pousse à travailler en dehors de leurs heures, à répondre à leurs mails en dehors de leurs heures. Et donc, il y a une emprise étrange qui revient comme si on revenait en arrière. Donc, si le capitalisme ou le mode de production capitaliste s'en sort si bien, c'est finalement parce qu'il y a des processus de résistance démocratique, des processus législatifs qui tentent de juguler les excès. Et ça a plutôt pas mal fonctionné pour l'instant. Ça, c'est le modèle de la social-démocratie. Exactement. Modèle qui est en train de quand même s'émietter de manière très, très importante, surtout en regardant les lois liberticides qui se mettent en place pour l'instant. Il faut être très inquiet. Et nous, ici, au Cal Charleroi, on est très inquiet des mesures liberticides qui se mettent en place, de l'état d'exception qui devient permanent. Ceci me semble dangereux, car on est en train de diminuer les freins à ce capital qui, finalement, en tant que puissance logique, n'a pas de frein. Bien sûr, il ne faut pas attendre d'une structure qu'elle soit moraliste. Exactement. Ou même morale, ce qui serait mieux. Mais je pensais que tu allais évoquer aussi le fait que le capitalisme, et c'est peut-être, je ne suis pas un expert de Marx, mais peut-être un peu le point faible de cette analyse, mais il était au début, me semble-t-il, a une force que l'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres systèmes qui ont tenté de le concurrencer. Il est capable de donner à rêver individuellement. Et donc, par rapport à la question que je posais, il me semble qu'il y a une sorte de piège que le capitalisme a ouvert très finement au travers d'une certaine imagerie. Monsieur Ford ramassait une tête d'épingle, il a commencé comme ça, et puis il est devenu très fortuné. Si Monsieur Ford l'a fait, je peux le faire aussi, moi. Hein. Monsieur XYZ a fait bâtir une fortune colossale, il est parti de rien. Un self-made man, personne ne l'a aidé, ce qui est absolument impossible. Hein. Il est au moins sorti du ventre de sa mère à un moment donné, pas possible autrement. Enfin, personne ne l'a aidé, et donc il s'est fait tout seul. Et donc, vous aussi, avec un peu de bonne volonté, vous pouvez le faire. Donc, il me semble qu'il donne à rêver au niveau individuel,
Et ça constitue une de ces forces d'attraction les plus redoutables. Et donc le modèle mécaniciste auquel on la colle d'ordinaire, c'est une sorte de modèle qui serait une transposition de la physique mécanique dans le domaine de l'économie et de tout ce qui tourne autour en termes de capitalisme et de profit, mais n'est pas suffisante pour expliquer son attractivité. C'est un peu le ressentiment que moi j'ai. Tout à fait. C'est ce que Schumpeter a vu très très bien. Cette dimension d'entrepreneuriat, cette dimension aussi de création-destruction, qui fait partie également de cette possibilité, même en temps de crise, de rebondir. Et donc, on a cette figure de l'homme, on pense directement à Steve Jobs ou, je ne sais pas, d'autres, à Bill Gates, de ces hommes qui, dans leur garage, réussissent quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, ça, c'est un mythe qui fonctionne admirablement bien. Mais c'est sans voir que Steve Jobs aussi a été un dictateur impitoyable dans son équipe. Il ne faut pas oublier aussi comment il a procédé à une société avec des moyens quand même très coercitifs. Donc il faut voir ça aussi en même temps. Mais effectivement, il y a une mythologie qui fonctionne admirablement bien. Il y a un ethos là que sans doute on n'a pas réussi à créer dans d'autres systèmes. Il y a toujours cette tentation de la transversalité. Ça, c'est transversalité, c'est une valeur souvent que la gauche alternative a développée, de se dire que on ne peut s'en sortir qu'en allant dans les transversalités du capital, en glissant des lignes de fuite. C'est ce que Deleuze propose d'ailleurs. Le capital de lui-même produit des lignes de fuite qui colmatent avec des actions supplémentaires, etc. La social-démocratie est un axiome. Elle permet que le système, que cette puissance logique persiste. Et ce n'est pas une critique que je donne, c'est pas du tout une critique. Mais il y a cette dimension de transversalité de gauche qui permettrait également, disent-ils, de former des coopérations d'un autre ordre. Il me semble qu'à ce niveau-là, question supplémentaire qui pourrait venir, se dire ceci. Bon, classiquement, ce qui tient les hommes ensemble, ce sont des idéologies. Bon, les philosophes, nous n'aimons pas trop ça, une façon de notre vie à les déconstruire, parfois avec un certain succès, parfois d'une façon, il faut dire, un peu compliquée. Bon. Mais ce sont des idéologies qui les tiennent ensemble. Je dirais d'un certain point de vue, on pourrait presque soutenir la thèse que le génie du capitalisme, c'est de se nicher dans les structures. Et je crois que le capitalisme contemporain en a très bien tiré les leçons. Il a mesuré toutes les limites des idéologies au travers de tout ce qu'on a vécu au fil des derniers siècles, où chaque fois ça a été un échec et surtout une perte de temps absolument considérable quand on parle surveiller et punir, quand on voit comment les États totalitaires ont mis en place des gigantesques machines d'observation, de contrôle, de rapport qui remontent encore à un niveau plus haut, on contrôle ceux qui contrôlent, etc. À la fin, tous ces systèmes ont implosé. Le capitalisme a un génie, qu'il faut bien reconnaître. Comment allons-nous rentrer chez nous? Beaucoup d'entre nous vont prendre leur voiture ou au moins prendre un bus. Comment est-ce que ce soir je vais dîner? Je vais ouvrir mon frigo et je vais prendre ce qu'il y a dedans. Donc, qu'importe ce que nous avons pu dire aujourd'hui, nous serions même les contenteurs les plus virulents du capitalisme dès que nous aurons mis un pied hors de cette pièce. Et d'ailleurs, rien qu'avec ce que nous avons sur le dos, le capitalisme exerce son emprise sur nous. Donc, pas besoin de se battre. C'est dans la structure que se niche l'idéologie. Et dès lors, il est très difficile de s'y opposer, puisqu'elle est là de facto. Exactement. Et ça, il me semble que c'est un peu la caractéristique du capitalisme contemporain. Tout à fait, c'est très nouveau. Il faut y rajouter effectivement cette dimension de surveillance algorithmique, que ce soit via Facebook, que ce soit via des outils étatiques comme en Chine, où on a une espèce de carte d'identité avec un nombre de points en fonction de son attitude, de son comportement, de son éthique, etc. Donc ça, ce qui se profile devant nous, c'est un mode de transformation qui nous fait effectivement très peur, qui est très dangereux et qui est très efficace. La surveillance algorithmique est d'une efficacité qui est bluffante. Et il faudra un jour se poser des questions de manière démocratique sur jusqu'où allons laisser ces axiomes fonctionner dans notre dos. Et là où Deleuze
parle de société de contrôle à la suite des sociétés disciplinaires, c'est peut-être pour montrer qu'on passe dans un autre régime d'effectuation. Un autre régime d'effectuation du mode de production capitaliste. Ouais. Donc, il y a vraiment un champ extraordinaire pour la pensée philosophique. C'est ça que j'aime bien dans cet exposé, c'est qu'on l'a entrevu, on l'a entreaperçu. Bon, maintenant, il faut des heures pour creuser, mais tout à fait. Je trouve ça vraiment tout à fait extraordinaire. On va en profiter pour te remercier une fois encore. Merci à toi. Merci d'avoir partagé avec nous ce beau moment. Nous avons déjà, dans la salle, on pose la question, les 2-3 présents, les questions. Mais, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que la 5G serait un nouveau produit du capitalisme afin de pouvoir asseoir son pouvoir? Donc la 5G et le capitalisme. Déjà, alors le terme asseoir le pouvoir, ce sera, si monsieur a suivi l'exposé, c'est déjà contestable. En tous les cas, la 5G, c'est un outil technique, technologique, qui effectivement a des potentialités. Alors, que va faire, entre guillemets, le mode de production capitaliste avec la 5G? Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas encore au niveau de la compréhension de cet événement. Donc, je pense qu'il faut rester très humble dans le fait que qu'est-ce qui va nous arriver? Et je pense que déjà se poser la question, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est déjà beaucoup. Et effectivement, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est ralentir. Ça, c'est très préoccupant. Nous n'arrivons pas à ralentir de manière démocratique des processus technologiques. On nous fait avaler toutes les technologies avec une espèce de simplicité parce que nous avons besoin de la 5G pour être plus efficace, plus connecté, pour avoir également des machines autour de nous qui soient connectées, avec lesquelles nous pourrions interagir. Donc, ce profil encore à une vitesse absolument ahurissante, un mode de production capitaliste nouveau, effectivement. Et donc, de quelle manière on va reconfigurer l'humain? Juste un exemple conceptuel. Dans la société de contrôle, un tout petit texte de Deleuze, il nous parle d'une société de la divisibilité. Non pas de l'individuation, mais de la division. Nous serons dividués. Difficile à dire. Dividués. Alors, ça veut dire que nous allons être démultipliés. On va démultiplier à chaque moment. Démultiplier sur Facebook, démultiplier sur les machines, on va parler au frigo, on va interagir avec nos GSM, avec tous les systèmes financiers, on va rentrer dans un magasin, on payera, enfin, on va rentrer dans un monde inimaginable, totalement inimaginable. On est dedans, on ne peut pas rentrer, on y est. On est au seuil, en tout cas, on est au seuil de ces transformations, et effectivement, qui sont inimaginables, inouïes, et on n'arrive pas à ralentir. Moi, ce qui me terrorise, entre guillemets, c'est peut-être exagéré même, mais c'est effectivement cette absence de ralentissement possible. Ça, c'est vraiment incroyable. Ce sera le mot de la fin, peut-être? Oui. Parce que je crois que le temps avance. Je dirais avec un petit peu d'humour que quelquefois, peut-être si je dialogue avec mon frigo à la maison, ça ferait peut-être plaisir. C'est pas mal parfois. Peut-être, le frigo serait content, peut-être. Merci beaucoup de votre attention. Merci à Kevin Saladé. Merci à Alain Mathieu. Merci à Patrick Hano. Merci à Kinos Dossi. Merci à toutes les équipes qui nous soutiennent pour ces conférences que nous tentons de maintenir dans ces moments difficiles. Et merci surtout à notre conférencier qui, une fois de plus, nous a donné à penser. Merci Patrick. Merci Baudouin.